Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre super-héros dissimulé parmi nous, simple mortel que nous sommes. Bonjour Gauthier. Salut Romain. Ouais, moi je suis un super-héros qui a des super-pouvoirs super nuls. Genre Par exemple, je comprends l'accent écossais. Hey. Voilà. Ça peut sauver des vies. Gauthier Jorgensen, donc journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Originals. À côté de Gauthier, notre invité du jour, Vincent Dietschi. Tu es producteur, scénariste et réalisateur de cinéma. Bonjour Vincent. Bonjour Romain. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, un gros plan tout d'abord sur Wonder Man, la nouvelle série Marvel qui doit tenter de contrer la super-héros fatigue avec son ton et son angle singulier et un petit peu méta, vous verrez ça tout à l'heure. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. Et alors, Gauthier, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je sais pas si on va dire les vrais trucs, mais en tout cas, on va interviewer un vrai invité et lui poser des questions autour d'une situation à laquelle il est, c'est-à-dire qu'il avait un scénario qui s'appelait Silure et il a le sentiment que ce scénario qui s'appelle Silure ressemble beaucoup de très près à un film qui s'appelle Sous la scène sur Netflix. Et donc nous, on n'est pas les avocats de Netflix, on n'est pas non plus les avocats de Vincent, mais on s'occupe de l'actualité des plateformes et on pense que ça fait partie légitimement de l'actualité des plateformes. Alors on verra ça avec Vincent. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et on terminera évidemment par l'interview Originals de notre invité en toute fin d'émission. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, disponible sur toutes nos plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez, commentez les épisodes un petit peu partout aussi. On a besoin de vous. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Ah là là, Gauthier, ça vient de tomber. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui vient de tomber ? Ça vient de tomber, figure-toi que Riz Ahmed sera peut-être le futur James Bond. C'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Mais c'est sur Prime Video, figure-toi. C'est une série qui s'appelle Bait, donc qui veut dire se faire hameçonner en anglais. Une série Prime Video où Riz Ahmed va incarner un personnage qui s'appelle Shah Latif et c'est un acteur en difficulté qui cherche à se faire un nom et qui va se voir offrir une audition exceptionnelle pour devenir le nouveau James Bond. Donc une série, encore une fois, un peu méta. qui parle de cinéma dans le cinéma, etc., etc. Et évidemment, à partir du moment où ça va se savoir, sa famille, son ex-amour et le monde entier vont s'en mêler et savoir vont essayer de déterminer si c'est l'homme de la situation. Ouais, mais par ailleurs, je pense que Riz Ahmed ferait un super James Bond. C'est juste que j'étais surpris parce que dans toutes les éventualités que j'ai, tu sais, tu te fais des James Bond dans ta tête, tu vois. Jamais, j'aurais pensé Riz Ahmed, mais pourquoi pas ? Non, c'est vrai qu'il ne fait pas partie des... il n'est pas en pole position des rumeurs, on va dire. Ouais, Vincent, tu aurais un James Bond de prédilection ? Question piège. Ouais, question piège. Difficile. Eh bien, dans ce cas, ça vient de tomber. Ah, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça vient de tomber. Dark Maul est de retour. Ah oui. Alors là, J'ai vu une bande-annonce. Moi aussi. On part dans une galaxie lointaine, très lointaine, puisqu'on parle de Star Wars. C'est sur Disney+. Et voilà, Dave Filoni, qui vient tout juste d'être intronisé comme grand Manitou chez Lucasfilm à la place de Kathleen Kennedy, sera le créateur de cette nouvelle série qui va se situer un peu après les événements de la guerre des Clone Wars, et sous le règne de Palpatine. Évidemment... Oui, Gauthier, je te vois bouger sur ton siège. siège. Mais je t'ai déjà dit ce que je pensais des séries Star Wars animées. Je t'ai déjà expliqué qu'il y avait un lore officiel de Gauthier Jorgensen. Le lore, c'est toute l'histoire de cet univers-là. Voilà. Pour moi, il existe 6 films. Pas 9, voilà, il existe 6 films, et dans ces films, il n'y a pas de truc animé, il y a rien de tout ça. À la limite, je tolère certaines séries qui sont sur Disney+, mais non, si le gars qu'on a coupé en deux et jeté au fond du puits, il est encore vivant, ça va pas à la tête ou quoi ? Alors, figure-toi que c'était le scénario original de la postlogie voulu par George Lucas. Je veux pas le savoir, c'est n'importe quoi. Le retour tout ça. de Dark Maul. Donc voilà, Dave Filoni, qui est un élève de l'école Lucas, a décidé de faire revenir Dark Maul, qui sera à la fois donc un combattant du côté obscur, mais aussi en phase d'être le nouveau parrain de la mafia
de la galaxie. Enfin, je dis ça, je n'engage que ma parole. Évidemment, je suis très content qu'il y ait des fans de Star Wars qui en aient pour leur argent et qui peuvent suivre les aventures de Darth Maul qui a été coupé en deux, transformé en araignée, qui est reformé, etc. Bon, super. Ça vient de tomber, figure-toi. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est tombé ? Ça vient de tomber cette fois et une opportunité de changement de carrière peut-être. Pour moi ? Pour n'importe qui serait du côté de Venice Beach. Ah oui, donc pas pour moi du tout. C'est un peu plus loin pour toi. Mais la chaîne Fox s'apprête à faire un reboot de Alerte à Malibu, la série. Et lance un casting ouvert où n'importe qui peut se présenter à partir du moment où il est plutôt dans le cadre des attentes, évidemment. Alors, les attentes, c'est quoi ? C'est pas du tout pour moi, quoi. On est tout oui. Oui. Qu'est-ce que... Un large éventail de rôles disponibles, allant des sauveteurs aux plagistes, aux barman, aux amis, aux intérêts amoureux, aux sauveteurs, et des personnes secourues. Voilà. Et il faut évidemment des personnages qui vont devoir venir passer le casting en tenue, c'est-à-dire, vous comprenez, en maillot de bain. Voilà, vous avez compris. Et ça se tourne où ? Ça se tourne tout simplement sur la plage de Venice Beach et par là-bas. Super. Voilà. Donc, qui pour remplacer Pamela Anderson, David Charvet, Yasmine Bliss ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sera sous la caméra de McG. C'est pas vrai. Et McG, il y a une anecdote pour toi. C'était un des réalisateurs de Supernatural. Donc, la série, on l'attend a priori, vu que c'est Fox, sur Disney+. Mais c'est quoi cette histoire avec McG, Gauthier ? Je crois que tu étais invité par ce monsieur. Ouais, un jour, je vous raconterai in extenso pourquoi j'ai été au mariage de McG. Mais j'ai été invité au mariage de McG. J'y étais. Il y avait tout un tas de gens. Il y avait par exemple la jeune actrice Samara Weaving qui était là. Enfin bon. Et puis il y avait ma vieille tronche. Voilà, parmi les invités. Non, je connais la personne avec qui il s'est marié. En tout cas, le casting, c'est le 18 février 2026 à Marina del Rey, au Marriott. Exactement, puisque tu avais l'air intéressé, Vincent. Je note. C'est ça. Voilà, faut quand même... Fox précise qu'il faut avoir plus de 18 ans et venir dans une tenue qui évoque l'univers de la plage. Exactement, c'est les mots du communiqué de presse. C'est dans mes cordes. Tu sais que... en plus, tu sais que je suis tellement pudique, moi, que quand je fais du sport, je veux pas aller dans une salle de sport pour pas que les autres me regardent. Je fais du sport genre dans le noir dans ma chambre, quoi. Romain est peut-être tenté. Écoute, non, moi, là, j'ai encore mon winter body de post-Noël. Donc, je suis pas convaincu d'avoir le cardio nécessaire. Je serais pas tout seul, mais sans vous. Donc. Voilà. Ce sera tout aujourd'hui du côté des news. Je vous propose de passer et d'enchaîner directement avec le gros plan de la semaine. Ce gros plan, il est sur Wonder Man. Wonder Man, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la nouvelle série Marvel en live action qu'on prenait avec des acteurs et filmé. Donc, Gauthier, pas de dessin animé. Cette série, elle est un petit peu synonyme de potentiel renouveau pour Marvel, puisque c'est la première série du changement de direction de Disney avec le retour de Bob Iger. C'est une série en 8 épisodes et on peut dire un petit peu que Marvel se la joue The Studio, toute proportion gardée, en imaginant un super-héros qui se fait passer pour un humain pour incarner un super-héros dans une série. C'est bon, tu vas gérer, mec. Tu vas y aller et tout déchirer. Je suis sûre de l'avoir déjà vu avant. Je crois que c'est un ancien terroriste. Il faut que je fasse ce film. Genre je suis né pour jouer ce personnage. Être acteur, c'est la somme de tout ce que vous avez vécu. Les joies, les tristesses, les deuils, les peines de cœur. Alors, l'histoire, c'est quoi ? Je vous l'ai faite rapidement, mais plus précisément, c'est que dans un coin du Marvel Cinematic Universe,
Simon Williams, un acteur en quête de succès, se retrouve propulsé sous les projecteurs lorsque la production d'un remake de Wonder Man, qui est donc un film dans l'univers de Marvel, l'entraîne dans un casting tumultueux. Face aux craintes hollywoodiennes envers les personnages dotés de super pouvoirs et aux défis de sa propre identité, Simon va naviguer entre art, célébrité et responsabilité, accompagné d'une figure familière du Marvel Cinematic Universe, Trevor Slattery, qu'on avait vu dans Iron Man 3, jouer le mandarin. Ouais, exactement. Ouais. Gauthier, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette série ? Je crois que tu l'as reçue en avance, tu as pu tout voir ? Ouais. Ok. Un avis comme ça à la débeauté ? Bon, tu sais où j'en suis, moi, avec Marvel, hein, et avec les super-héros de manière générale. J'ai envie de me taper la tête contre les murs, j'en peux plus, je comprends pas pourquoi on en est encore là et tout ça. Donc j'ai regardé cette série avec un couteau entre les dents quand j'ai allumé le truc. J'ai adoré ça, mais c'est trop bien. Je me faisais la remarque une fois que le dernier épisode se terminait, en me disant que c'était sans doute la meilleure série Marvel qu'on avait eue sur Disney+. Mais oui. Alors en plus, ça commence par un logo qui s'appelle Marvel Spotlight, un truc comme ça. C'est la nouvelle branche qui dit en gros, ici, tout ce que vous allez voir est affranchi. Voilà, c'est un peu expérimental. C'est ça. Ouais, c'est un peu comme Fox Searchlight, quoi. On n'aura pas des liens, il ne faudra pas avoir tout vu avant pour tout comprendre, etc. C'est le label arrêt-essai de Marvel. Presque. Voilà. Pour ce qui est de l'arrêt-essai, faut pas déconner, mais en tout cas, ce que raconte la série est absolument insensé. C'est hyper bien. C'est la première fois que je vois souvent, on me dit, oui, cette série, genre The Boys, oui, c'est un truc sur les séries de super-héros, mais ça parle pas du tout de super-héros. Arrêtez de me prendre pour un con, ça parle complètement de super-héros. Là, pour le coup, cette série-là, elle se passe dans un univers hollywoodien, donc, c'est à Hollywood, et dans un Hollywood où on aurait décrété que dans ce monde de super-héros, si t'as des super-pouvoirs, t'as pas le droit de devenir acteur. Et en plus, pour t'illustrer ce fait que t'as pas le droit de devenir acteur si t'as des super-pouvoirs, t'as le droit à un épisode entier qui est l'épisode 4, qui est intégralement en noir et blanc, quand même complètement chez père dans les trucs de super-héros, en fait, c'est une fable, cet épisode, c'est une parabole. Et c'est une parabole pour t'expliquer ce qui s'est passé, qui a fait qu'on a passé une loi pour faire en sorte que les super-héros ne deviennent jamais acteurs. Parce que c'est dangereux, parce qu'ils sont avantagés, parce qu'ils sont désavantagés. Parce qu'un jour, il y a eu un super-héros qui était portier et qui, au détour d'un truc débile, est devenu Dorman, l'homme porte. Et quand même, dont le super pouvoir, c'est de pouvoir être lui-même une porte, ce qui est complètement débile. C'est le super pouvoir le plus débile que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais peu importe, un jour, il a trop fait la porte, il a englouti un mec, et depuis, les super-héros n'ont plus le droit de devenir acteur. Oui, parce qu'il était devenu acteur entre-temps, enfin bon, n'importe quoi. Et que c'est dans le cadre d'une production qu'il a englouti un acteur. Donc voilà, les super-héros n'ont plus le droit de devenir acteurs. On arrive sur ce mec qui est le héros de la série Wonder Man, qui lui-même est un wannabe acteur, c'est un cinéphile en fait. Il a vu un film avec son papa quand il était petit, c'était un film de super-héros, ça lui a foutu des étoiles dans les yeux, et il a qu'un seul rêve, c'est de devenir acteur et de lui-même jouer ce rôle-là au cinéma. Wonder Man, c'est un peu Flash Gordon en gros. Oui, c'est ça. C'est un film de super-héros un peu nanardesque, un peu débile, mais il l'a vu un jour avec son papa quand il était petit, et ça lui a tout retourné le cerveau, quoi. Et Dieu sait que des cinéphiles comme nous, on a forcément des moments comme ça dans nos vies. On a forcément un rappel d'un jour où un papa ou une maman nous a montré un truc, ou un frère, ou un truc comme ça, et puis ça nous a complètement matrixé la tête, quoi. Et donc, il veut absolument devenir comédien. Et il se trouve qu'il croise le personnage de Ben Kingsley qui s'appelait le Mandarin. Le Mandarin, dans Iron Man 3, c'était le faux méchant. On croyait que c'était lui le méchant. Et au milieu du film, on découvrait que c'était un acteur alcoolique tout pourri qu'on avait payé pour se faire passer pour le faux méchant. Donc lui, il a toute une rédemption à faire. Il est sobre depuis les événements de Iron Man 3 et il essaye de se racheter une réputation à Hollywood. Et donc, il va devenir le mentor de ce jeune acteur et l'aider à passer le casting de Wonder Man pour qu'à son tour, il réalise son rêve de petit enfant et qu'il puisse avoir ce rôle. Et donc, c'est très intéressant parce que cet acteur qui a ses super pouvoirs, il se vit comme c'est une honte, c'est un secret un peu honteux, c'est un peu comme si lui-même était alcoolique, quoi. Donc il cache ça, il dissimule ça, il sait que sa famille est au courant, mais qu'il faut pas trop en parler et tout ça, enfin, et il vit au quotidien
en se privant de ses super pouvoirs et en ne pouvant pas les utiliser. Et Ça a créé aussi une sorte de pas de maladie, mais de difficultés sociales. Il a des problèmes mentaux qui fait qu'il est socialement inadapté parce que justement, il a cette espèce. En tout cas, il le vit comme un truc, un trauma. Un trauma ou un truc inavouable. Et c'est un secret, quoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que déjà, on le voit très très peu utiliser ses super pouvoirs dans la série. Les rares fois où il le fait, c'est par maladresse ou parce qu'il n'arrive pas à se contenir. Une fois, ça sert un petit peu à faire avancer le scénario, mais bon. Et la série se termine, je vous jure que c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial, elle se termine au moment où on ne peut plus continuer l'histoire sans faire interagir ses super pouvoirs. Donc les dernières images de la série, c'est quand enfin il est obligé de les utiliser pour faire progresser le scénario. C'est super joli. C'est un peu une mise en abîme en fait de la situation des acteurs qui sont jamais aussi puissants que quand ils jouent dans Exactement. un film, mais qui sont quelquefois un tout petit peu décevants en interview. Alors c'est peut-être mieux ça que moi, Gauthier, ou peut-être pas du tout. Ils sont peut-être encore mieux. C'est pas leur métier. Hein. Oui, c'est pas leur métier. Alors que justement, en principe, la quintessence de l'acteur, c'est dans son travail en fait. C'est Donc, exactement ça. D'autant plus qu'il y a pas mal d'épisodes, un particulièrement, où on va voir le moment de casting. Alors, le réalisateur de ce remake de Wonder Man, c'est une sorte de Stanley Kubrick d'origine russe, un peu farfelu, mais déjà oscarisé, très auréolé comme ça, comme si Marvel avait un statut comme quand ils ont été chercher Chloé Zhao, quoi. Enfin, c'est ce genre encore plus. Et il y a toute une séance de casting où ce personnage de réalisateur va leur demander de faire certaines choses, des situations un peu d'impro, et il y a vraiment quelque chose d'assez marrant autour de qu'est-ce qu'être acteur, qu'est-ce que jouer, qu'est-ce qu'on reçoit de l'autre selon les sites. Avec des consignes complètement cryptées. Et complètement, c'est un peu. Il les lance dans la scène et puis il leur dit cette nuit tu as rêvé que ta mère te cuisinait un hérisson. Voilà. C'est le nichien. Mais oui, c'est ça. Ce réalisateur qu'on voit dans le film, c'est un acteur qu'on avait découvert dans Punisher de Nicolas Winding Refn, dans le 3e Punisher, où il jouait un rôle complètement terrifiant de parrain de la mafia albanaise qui passait quand même 40 minutes dans le film à faire disparaître un cadavre par le siphon d'un lavabo. Donc faut vraiment le mettre à l'état liquide, si tu veux, quoi. C'était aussi le dictateur d'un état fictionnel russe dans le dernier Superman. Enfin, pas russe, mais tu vois, d'Europe de l'Est. Absolument. Très inspiré de la Russie. Mais... Ces histoires de siphon, c'est dans un film de Haneke aussi qui s'appelle Benny's Video. Absolument. Où le père essaie de liquider un cadavre justement en le découpant en tout petits morceaux pour le faire passer par les canalisations de son appartement. Et alors, ce qui est assez dingue, pardon, je continue sur Wonder Man, c'est devenu assez abstrait, si tu veux, de penser à ce monde de super-héros dans lesquels il y a des acteurs qui veulent jouer dans des films de super-héros. Tu te dis, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais lui, c'est pas un super-héros, c'est juste un personnage avec des pouvoirs, mais il n'est pas super-héros. Il n'a pas de costume, il n'a pas de... Tu vois, c'est pas. Ouais. Ouais. Enfin bon. Et puis c'est aussi un univers. Donc c'est le Marvel Cinematic Universe où maintenant il faut comprendre que par exemple Ben Kingsley il n'existe pas, c'est le mandarin. Mais Joe Pantoliano, lui, il existe dans cet univers-là. Donc ça devient un petit peu compliqué de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Oui, parce qu'il y a des stars qui jouent leur propre rôle dans cette série. C'est ça. Un petit peu comme dans The Studio, c'est pour ça que j'en faisais... cette série, on pourrait la décrire simplement en disant que c'est la nuit américaine, mais pour Marvel. Peut-être pas La La Land, parce qu'il n'y a pas le côté ça chante, si tu veux, mais c'est vraiment... On est sur des plateaux et puis on croise des stars et tout ça. Et la temporalité de la série, c'est sur combien de Alors, c'est 8 épisodes d'une demi-heure, donc ça te fait 4 heures de programme à regarder, ce qui est long, mais ce qui est pas... C'est beaucoup mieux que les séries de 15 épisodes qui durent 1 heure et où on on a parlé de The Pitt la semaine dernière, tu vois, ça c'est vraiment long à visionner. Alors que là, on est sur quelque chose qui est vraiment un très long métrage. Oui, ça pourrait... chapitré, quoi. Voilà, c'est ça. Mais l'histoire, elle est... ça se tient en 4-5 jours, sauf l'épilogue. Mais oui, c'est ça. Ah, d'accord, c'est très ramassé. Et puis ça donne jusqu'au tournage, c'est 4-5 épisodes. Après, il y a le tournage du film. C'est ça. Et là, il y a des ellipses. Et ça donne une épaisseur à ce rôle de Ben Kingsley, qui est donc cet acteur raté qui a été payé pour jouer un faux terroriste en 2012 ou en 2013, et qui maintenant veut redevenir quelqu'un de bien. Et évidemment, il est par là même, il est en train de faire quelque chose de pas bien parce qu'il est en train de se rapprocher de ce gars
au départ, parce qu'il est agent double. Il indique pour le FBI. Et puis, à son contact... On le sait dans le pilote, vous inquiétez pas, c'est pas un Oui, énorme bien spoil. sûr, c'est pas un spoil. Mais du coup, en fait, ce que tu dis, là, la dimension de Ben Kingsley, c'est raconté en flashback, il y a des allers-retours avec le passé, ou c'est tout dans la temporalité des 5 jours ? Non, on est censé avoir vu Iron Man 3 et être au courant de ce truc-là, D'accord. très clairement. C'est le seul truc qu'il faut un peu savoir à l'avance. Ouais. Ok. Où on te le rappelle un petit peu, on te rappelle qu'il avait fait le méchant clownesque le faux méchant clownesque d'un Marvel, mais bon, faut avoir un peu ça en tête. Et c'est très très beau de voir ce personnage qui était donc dans le film de 2012-2013, je sais plus, utilisé pour être un gros méchant et puis finalement un mec tout nul, et là qui revient en étant un mec tout nul, qui redevient quelqu'un d'épais, de tendre et tout ça. Je trouvais que c'était assez bouleversant, honnêtement. Vincent, quel est ton rapport à tous ces films de super-héros et ce genre de choses ? Il y a certains films que j'aime beaucoup, par exemple Spider-Man 2 de Sam Raimi, que je trouve assez extraordinaire en fait. Ensuite, voilà, il y a l'aspect franchise, industriel, produit, que j'aime moins. Vous reconnaîtrez vous-même. Bien sûr. Il y a beaucoup de gras en fait, Ouais. et très peu de choses aujourd'hui. Et je partage le point de vue de Gauthier. Je suis vraiment surpris en fait que ça continue à ce point-là. Bah oui. Mais... Là, c'est vraiment une année charnière pour Marvel. On sent qu'il y a une véritable volonté d'avoir eu moins de production et peut-être un peu plus de qualité. Tout est entre les mains sur le grand écran du prochain film Avengers qui sort à la fin de l'année. Si celui-là se rate, vu le budget, vu que c'est celui où il y aura une espèce d'énorme gloubi-boulga, où il y aura tout de réuni, s'il se rate, je pense que ce sera un peu la fin. Un vrai tournant, en fait. Comme il y a eu à une époque, il y avait des films avec Alain Delon, flic. Ouais. Et il y a un film qui s'appelle Ne réveillez pas un flic qui dort. Et je crois que c'est la fin. Alors, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est un peu la fin des films Delon en flic. Delon en quoi. flic, ouais. Il y a eu un moment où les gens avaient marre, quoi. Saturation. Ouais. Et moi, j'ai une lecture. Je propose ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que ça fait 6 ou 7 ans que le MCU se casse vraiment la gueule parce que, mais c'est mon interprétation, je pense que tout le monde, globalement, les spectateurs, comme une grosse masse mondiale, s'étaient dit Endgame, c'est la fin du truc. Et peut-être qu'il y a eu un truc qui les a déstabilisés, on comprend pas que ça continue, tu vois, genre, il y a encore des choses à raconter derrière Il ça. aurait fallu un vrai break, peut-être. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà, donc Wonder Man sur Disney+. On n'a pas du tout fait ce que j'avais prévu. Mais en tout cas, Qu'est-ce que tu avais prévu? j'avais prévu plein de questions sur la série même. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui, par exemple? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le C'est monde. vraiment pour une fois, c'est pour tout le monde. Ça peut alors peut-être que les plus petits, les plus jeunes spectateurs et peut-être les ados, ça va peut-être moins les amuser que les autres, mais même c'est drôle, tu vois. Donc ouais, moi je dis c'est pour tout le monde, c'est trop bien cette série. Sans doute une nouvelle voie, en tout cas, pour les séries Marvel, pour les personnages secondaires de cet univers qu'on connaît peut-être un peu moins. Ouais, big up à Dorman, hein. Dorman, l'homme porte, mais je veux le revoir, ce mec, il est trop bien, quoi. Et quand même, on l'a pas cité, mais le rôle titre, c'est Yahya Abdul-Mateen 2, qui avait déjà cassé l'écran à chaque fois qu'il était apparu. Je crois que c'était lui dans Candyman remake. Ouais. Alors le film n'est pas forcément génial, mais en tout cas lui a une vraie présence. Non, c'est une vraie relecture du truc. Ouais. Et je crois que c'était lui aussi qui jouait dans la série Watchmen. Ah oui, bien sûr. Le compagnon de l'héroïne, avec toutes les révélations que ça peut faire, on va pas spoil. Mais voilà, en tout cas, une vraie gueule et un très bon acteur au demeurant. Je rappelle donc que Wonder Man, c'est disponible depuis le mercredi 28 janvier sur Disney+. Donc c'était avant-hier. Et oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et Gauthier, mine de rien, si notre invité est là, c'est parce que tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Et alors tous les deux, vous nous amenez vers où cette semaine ? On va dire les vrais trucs, mais pas du tout les vrais trucs sur moi. On va dire les vrais trucs sur Vincent Dietschy, qui est notre invité cette semaine. Je suis très content qu'il ait accepté notre invitation parce que je l'ai rencontré en 2012 au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, quand j'étais jeune journaliste pour Allociné et que j'étais à la tête de la rubrique court-métrage. Et donc, on avait pu faire une interview à l'occasion pour son film qui s'appelait La vie parisienne, pour lequel tu as été nommé au César.
l'année suivante. Et donc voilà, on a gardé contact et je sais que Vincent, qui est réalisateur, mais pas seulement, il est aussi producteur et scénariste et acteur parfois, hein, il m'arrive de te voir dans certains films. Vincent, il lui est arrivé quelque chose d'un peu contrariant, c'est qu'il a un scénario qui s'appelle Silure, sur lequel il a énormément travaillé, et à partir de là, je vais te laisser nous raconter où on en est. D'accord. Alors, il faut peut-être que je retrace un petit peu l'histoire, et puis pour les gens qui ne me connaissent pas forcément, de resituer un peu les choses. Même si, Gauthier, merci pour ta présentation et ton invitation qui me donne l'occasion de raconter cette belle histoire qui est mon quotidien. Parce que quand on a une chose comme ça qui vous tombe sur le coin du nez, c'est pas du tout, on n'anticipe pas en fait, on n'est pas préparé à ça, quoi. Donc, je vais essayer de vous raconter ça le plus synthétiquement possible. Ce que je peux dire, c'est que moi j'ai commencé en tant que cinéaste il y a 35 ans. Et en plus de mon activité de scénariste et de réalisateur, j'ai produit les premiers films de Dominique Moll, Thomas Bardinet, Laurent Cantet, Gilles Marchand. Puis tous ces gens-là ont continué, même si on reste amis, en fait, ils ont continué de leur côté. Et moi, j'ai réalisé mes propres films dans des économies très modestes, en restant indépendant. Pour moi, c'est vraiment important, ça reste important aujourd'hui. Et en 2012, donc, j'ai commencé à écrire, enfin, je dis 2012, disons que l'idée est arrivée au courant 2011, j'ai commencé à prendre des notes, mais à partir de 2012, j'ai vraiment commencé à écrire ce scénario dont tu parles, qui s'appelle Silure, qui est un projet inspiré de mon histoire personnelle et d'un prédateur d'eau douce gigantesque qui s'appelle le Silure. Il y a une petite vidéo que je vous recommande de Jamel Debbouze qui est sortie, qui est assez, que moi j'aime beaucoup en fait, qui parle vraiment beaucoup de ce poisson, donc qui vit à l'état naturel dans la Seine. Et donc c'était un film, enfin c'est d'ailleurs un projet qui existe toujours, qui est un film de genre, mais d'auteur, avec un monstre aquatique dans Paris et les Jeux Olympiques à l'horizon. C'est un point qui, je pense, a son importance aussi dans la suite de l'histoire. Et j'ai travaillé sur ce scénario pendant 4 ans. La dernière version, il y avait des versions très abouties début 2015. Et le film a commencé à circuler à partir de 2013, vraiment début 2013. Des producteurs s'y sont intéressés. Une grande agence artistique m'a accompagné pendant 6 mois dans l'idée de m'aider à monter le projet, avec des échanges nourris que j'ai conservés, des messages vocaux, des mails, des textos. Et puis, au moment précis où le développement de Sous la Seine a commencé, plus rien. Silence total, sans explication. On ne me prenait plus au téléphone, on ne répondait plus à mes mails, mes textos. Et en 2023, Netflix annonce Sous la Seine. Donc, je regarde les images et puis j'aime pas du tout ce que je vois, mais je reconnais tout. Le contexte, l'action, les personnages, les arcs narratifs, les liens avec les JO, le rôle de la mairie de Paris, la relation entre les deux protagonistes de la brigade fluviale, la fin avec Paris inondé, le prédateur aquatique qui règne en maître et le message écologique. Ça fait vraiment beaucoup de choses, plus des éléments extraordinairement intimes. Des choses qui font vraiment partie de ma vie personnelle, en fait. Et vous savez, quand on découvre ça produit un effet assez particulier. Ouais. Et donc, je découvre parallèlement que tous les rôles tenus par les acteurs, tous les rôles principaux du film sont tenus par les acteurs qui appartiennent à cette agence artistique qui m'avait aidé qui était censée m'aider à monter le projet. Alors, j'ai porté plainte. J'ai eu 2 équipes juridiques successives et aujourd'hui, depuis 1 an, je mène cette procédure avec mes avocats, Maître Huret et Maître Prigent, sans aucun soutien institutionnel, ni la SACD, ni les syndicats. On m'a dit que mon affaire tombait mal parce que les négociations avec Netflix étaient en cours. Ou alors que c'était une affaire trop personnelle et que moi je ne comprends pas trop. Alors oui, bien sûr, elle est personnelle parce que j'y passe beaucoup de temps. Bien sûr. Et que ça me touche. Mais j'ai l'impression qu'elle pourrait et devrait intéresser tout le monde en fait. Et je ne demande pas qu'on me plaigne, je demande juste qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et ce qui s'est produit. Et c'est assez insupportable en fait, de voir qu'il y a des gens qui font comme si de rien n'était en fait. Alors heureusement, j'ai des personnes qui me soutiennent.
j'ai la productrice de mon dernier film en date qui fait un documentaire sur l'affaire. Et j'ai lancé une collecte sur Ulule pour financer mon affaire judiciaire. Beaucoup de gens me disent que cette affaire, c'est David contre Goliath. Mais il y a un moment donné où David, il a besoin de munitions. Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es dit, parce que j'imagine que tout ça prend pas mal de temps, entre le moment où toi tu élabores ton scénario, tu l'as dit, tu as commencé, ça a germé en 2012, jusqu'au moment où ça commence à prendre un petit peu, et puis, et puis plus personne te parle, et puis tu vois le truc arriver. Est-ce que tu t'es dit, peut-être il y a un tel qui a parlé à un tel qui a parlé à un tel qui s'est dit hey, il y a machin qui a une idée de scénario avec un gros poisson dans la scène et ça se passe pendant les Jeux Olympiques et un tel parle à un tel jusqu'à ce qu'on sache plus vraiment qui est à l'origine de l'idée. Pendant la production du film, tu veux dire ? Ouais. Alors non, c'est une des choses qui est très étonnante, c'est-à-dire que mon projet a quand même pas mal circulé, il était connu et j'ai beaucoup eu de retours en fait de professionnels, de producteurs en l'occurrence et donc de ce très gros agent, très enthousiaste. Et en même temps, et ça fait partie de la particularité du dossier, je n'ai jamais entendu parler d'un projet concurrent qui pourrait ressembler de près, de loin à ce projet-là. Je comprends. Et alors, pour toi, si tu voulais obtenir satisfaction, là, sans même aller au procès, etc., ce que tu aimerais, c'est être crédité dans le film ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, c'est un travail que je reconnais pas du tout. En fait, pour moi, c'est typiquement un produit. Je t'ai entendu parce que j'écoute quelquefois j'ai le plaisir d'écouter quelquefois vos émissions. Le plaisir étonne et pour nous. Et une fois, enfin, tu t'avais cité Sous la Seine en parlant comme un film de requin, un petit peu lambda, avec de l'humour. Alors moi, je dois dire, je suis peut-être la moins bonne personne. Bah oui, pour moins bon spectateur possible. Le film est drôle. J'avoue que personnellement, il m'a pas fait rire. Alors bon, j'entends bien qu'il peut y avoir des 4, 5e, 6e, 7e degré, mais moi qui connais le scénario, enfin mon scénario, je ne vois. Alors je reconnais tous les éléments mis à l'envers. Si tu veux, il y a des scènes, où quelquefois ils gardent. C'est vraiment typiquement pour moi un produit de plateforme. On parlera peut-être tout à l'heure d'autres types de production de plateforme. Mais là, pour moi, ça représente, enfin, ce que je comprends, en fait, parce que l'affaire demande qu'on réfléchisse beaucoup à comment ça s'est passé, justement. Il y a eu dès le départ l'idée, justement, de faire un film de genre, donc film de requin, et que faire un film de requin protégeait le plagiat ou le vol, puisque finalement les films de requins appartiennent à tout le monde. Voilà. C'est un sous-genre des films d'horreur un peu popcorn de vidéoclub. Oui, il y en a. Depuis Les Dents de la Mer, finalement, il y en a eu. On va en parler d'un autre tout à l'heure, tu vois, par exemple. Et d'ailleurs, tu le dis très bien, on a tellement le sentiment que ça appartient à tout le monde que c'est peut-être ce qui a. Si c'est effectivement ton scénario dont tu as été dépossédé et tout ça, ça a été probablement ce qui a été derrière la tête des gens. C'était, je pense, la stratégie. Et je sais qu'il y a un avocat, parce que je connais vraiment très, très bien l'affaire, les protagonistes. Je sais qu'il y a le producteur, le premier producteur, donc un avocat qui signe d'ailleurs. Cet avocat a eu mon projet entre les mains. Et je vois très bien le producteur dire j'aime ce projet, j'aime le film, ce projet, et son avocat dire mais tu peux pas prendre un silure, c'est pas possible en fait. Par contre, un requin, ça change la donne. Ouais. Et je pense probablement que voilà, à l'origine, il y a cette idée où voilà, chez eux. Mais je suis pas eux et je suis pas dans leur tête. Bien sûr. C'est juste une. Moi, j'essaye juste d'imaginer, et je te comprends tout à fait par ailleurs. J'essaye d'imaginer un scénario où il y aurait pas d'acte de malveillance, tu vois, où quelqu'un se serait pas dit, je vais piquer un truc à quelqu'un d'autre. Si tu veux, je pense je crois qu'ils ont des raisons. C'est-à-dire, ils se disent, voilà, on fait un film de genre. Ce petit gars qui est par ailleurs qui a l'air pas si facile que ça à manier, parce que tu vois, par exemple, Je sortais de la vie parisienne, qui est un film un peu quand même très libre, et qui est vraiment très libre dans le sens où il bouscule beaucoup de choses, mais y compris
techniquement et c'est pas du tout le produit, c'est même l'anti-produit d'une certaine façon. Ouais. C'est vraiment un film d'auteur, mais presque voilà, c'est auteur de chez auteur, pas abscon. J'espère qu'il est drôle, qu'il peut être fantaisiste, etc. Mais dans sa facture, je pense qu'il rassure pas du tout l'industrie dans l'idée qu'on peut confier un film apparenté. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans le film. C'était justement, mais si on regarde la vidéo de Jamel, elle est déjà une première réponse à ça, parce que la vidéo était extrêmement populaire et son film est bon. C'est-à-dire que moi, j'adore cette vidéo. Ouais, ça se regarde bien. Ouais. Oh, elle se regarde bien et d'un bout à l'autre, elle est drôle, elle était tout le temps sur le qui-vive. C'est pas du tout les moyens. Je pense que c'est un petit film qui est un peu produit. Ça, j'en parlerai peut-être avec Jamel un jour, mais en tout cas, c'est pas le côté lourd de Sous la scène et qui est vraiment pesant. Bien sûr, je voudrais juste faire un tout petit rappel sur ta carrière. Au moment où tu fais La vie parisienne en 2012, qui est certes un court-métrage, t'es pas en train de faire un court-métrage pour espérer faire un long-métrage derrière. T'as déjà des succès en long-métrage, notamment celui de Didine, qui est un film produit totalement en marge, en marge du système et qui a quand même fait 100 000 entrées. Donc c'est un vrai succès, quoi. T'étais pas aspirant, mais metteur en scène quand t'as fait Silure. La vie parisienne, c'est un film qui m'a mis quand même en position 2 parce qu'il a eu le prix Jean Vigo, il a eu des prix dans beaucoup de festivals, des prix du public, etc. Donc les gens se disaient, et en même temps ce gars a quand même un petit peu de bouteille, donc c'est compliqué pour l'industrie. C'est quand on amène quelque chose d'assez défini et qu'on n'est pas forcément quelqu'un de malléable, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les clés du camion ou on a une autre tactique? Je disais simplement ça pour rappeler à nos spectateurs que au moment où tu développes Silure et tout ça, t'es pas un réalisateur wannabe. Ah non. Le scénario est très... C'était à l'époque, en tout cas, mon scénario le plus abouti. Et je pense que s'il a plu, c'est pas un hasard. Et il a eu une forme qui était la forme, pour moi, que j'appelle traitement, qui est 26 pages, extrêmement détaillée. Parce que d'expérience, je savais que quand je proposais un scénario de 120 pages, on me disait « mais il est super, mais c'est fini, on n'a plus rien à faire. Où on se met, nous ?» Et sur un film, sur un projet de 25 pages, qui est probablement la version qui a le plus circulé, c'est à la fois quelque chose dont on a envie de s'emparer et en même temps dont on se dit on va pouvoir peut-être... Et c'était tactique de ma part. Mais les arcs étaient très construits. Les Jeux Olympiques, par exemple, Paris n'avait pas encore candidaté. Au moment où tu écris. Ouais. Et en fait, au moment où eux s'emparent du projet, je crois que Paris candidate en septembre 2015. Et moi, j'étais au bout de ma version. Et les Jeux Olympiques étaient déjà présents en 2011, avec ouverture cérémonie sur la Seine, un jour de pluie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. La réalité qui rattrape la fiction. De notre côté, si vous avez jamais eu un numéro d'original sur Sous la Seine, c'est parce que. C'est pourquoi déjà? C'est parce que c'était le thème de notre pilote. Ah, et qu'on n'a pas refait derrière. Mais exactement. Voilà. Ah, j'aimerais bien l'écouter. On l'a quelque part, mais... Merci beaucoup, Vincent, en tout cas, d'être venu nous livrer ce témoignage au micro de Originals. C'est un plaisir. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la suite de notre programme, à savoir, c'est l'agenda. Et on va parler cette semaine des sorties comprises entre le 26 janvier et le, je vais tricher un peu, 1er février. Ok. 1er février. Triche, t'as le droit, c'est ton émission, t'as le droit. Oui, non, mais ça va aller très vite. Parce que ces sorties-là, elles sont quand même un petit peu rares en cette fin de mois de janvier. Cette fin de mois de janvier. Ça commence avec, tout simplement, depuis mardi dernier, depuis le 27, un documentaire sur Netflix qui s'appelle Texat, tout simplement, comme le groupe du même nom. Une série documentaire musicale en 3 épisodes qui va retracer plus de 35 ans de carrière du célèbre boys band britannique de Manchester dans les années 90. Tu veux dire que ça s'appelle Texat et ça parle de Texat? Exactement. C'est bien fait. C'est bien fait. Voilà, donc on nous annonce des images d'archives dont certaines jamais ou rarement vues auparavant et des interviews récentes de certains membres qui racontent leur histoire avec leurs propres mots. Voilà, c'est pour tous les fans de boys band, Texat, si vous voulez en savoir plus. Le lendemain, dans une toute autre ambiance, on passe sur Prime Video pour un film qui s'appelle Team Demolition. Alors, ça a l'air bien. Team Demolition, qu'est-ce que c'est? Promet. Alors, je sais ce que c'est. C'est un film d'action, Ouais. évidemment, avec des gros bras
évidemment, puisque c'est l'histoire de Johnny et de James, qui sont deux demi-frères qui se sont brouillés et sont contraints de se retrouver après la mort mystérieuse de leur père. Alors qu'ils tentent de découvrir la vérité, des secrets enfouis refont surface et les loyautés sont mises à l'épreuve, révélant un complot qui menace de détruire toute leur famille ensemble. Ils sont prêts à tout pour détruire tout détruire sur leur passage, tout simplement. Alors, comme ça a l'air d'être un direct ou DVD, peut-être, enfin, tout plateforme. Non, je dirais que ça a l'air d'être un film de plateforme, ouais. Mais attention, si je te dis que Johnny, c'est Jason Momoa, Ouais. et que C'est James, ça. c'est Dave Bautista, Ouais. tu vois le potentiel. Mais oui. Voilà. Voilà, c'est réalisé par Angel Manuel Solo, et c'est disponible sur Prime Video depuis ce milieu de semaine. Enfin, je vous avais promis l'histoire d'un film de requin. Cette fois, on est sur Paramount+. Alors, je pense pas que ça aura la profondeur du scénario que tu as écrit, en l'occurrence, Vincent. Ça s'appelle Fear Below, Plongée sous pression. Un film sur Paramount+, qui est disponible depuis le 29. C'est un film récent? C'est un film récent. Je crois que c'est un film australien. Un thriller, évidemment, avec des requins, mais petite subtilité qui se passe dans les années 40. Dans l'Australie des années 40, où une équipe de plongeurs professionnels est engagée pour remonter une voiture immergée dans une rivière isolée. Alors, une mission qui apparemment est assez banale, mais qui va se transformer en cauchemar, puisque dans les fonds boueux se cache un requin bulldog. On le sait, les requins bulldogs sont une espèce de requin Qui va dans l'eau douce. qui va dans l'eau douce, lui. Contrairement au requin sous la Seine. Ah, mais du coup, t'as une certaine science du requin maintenant. Ah bah oui, Eh là, ben au oui. bout de 3 ans de procédure, je suis Forcément. obligé de connaître très bien les requins. Donc voilà, ils vont être aux prises avec un requin bulldog. Et la pas que les poissons, en fait. Ah oui. Tous tous les types de requins. Tous les types de requins. Et la situation va se compliquer puisque en plus l'équipe va découvrir que les commanditaires sont des criminels prêts à tout pour récupérer un butin qui a été volé et qui est au fond de la bagnole. Enfin bon voilà, vous avez l'idée. C'est un huis clos aquatique qu'on nous dit oppressant, film de requin. Fear Below, plongée sous pression, regardez-le avant l'été. Moi, j'avais juste une toute petite question. Ça se passe dans les années 40. Pourquoi? C'est adapté d'une histoire vraie? J'en ai pas la moindre Ouais, idée. c'est bizarre, mais why not? Mais C'est voilà. pour faire une différence avec Sous la Seine, je pense. Voilà, Il y a un cadre. Il y a un cadre, voilà. Sinon, cette semaine en vrac, évidemment, c'est la saison 4, partie 1 de Bridgerton pour les fans de la saga. Et ce sera tout au niveau des sorties. Je vous propose d'enchaîner directement avec la dernière partie de notre émission. C'est l'interview Originals. Ça va tellement vite. Vincent, je te rappelle le concept. 10 questions en moins de 10 minutes. Pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. C'est les mêmes questions qu'on pose à tous nos invités. Toutes et tous nos invités. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va. Quel est ton premier souvenir de plateforme? Alors, à vrai dire, aussi loin que je me souvienne, ma première expérience d'une expérience qui ressemble un peu à ce que j'ai éprouvé sur les plateformes par la suite, et c'est donc l'exemple que l'origine de mon rapport aux séries, mais même à la forme sérielle, en fait, c'est la vision presque d'une traite de la première version de Desperate Housewives. Eh oui, tout à fait. Et ça ne nous rajeunit pas parce que je pense que ça doit aller dans le début des années 2000, 2003, 2004 de mémoire. Enfin, ça doit être un peu par là. C'est par là et c'est assez ancien pour qu'un reboot soit oui, en chantier. j'ai vu ça. Mais c'est un reboot. Donc ça va être d'autres personnages. Ah, tout à fait. Mais toi, complètement par ailleurs. tu as vu ça sur une plateforme ou tu as vu ça sur la télé en Écoute, linéaire? je crois... Je sais plus si c'est Canal ou si c'est MC, parce que je me souviens de l'avoir vu d'une traite. En fait, Ah ouais, c'est vraiment ouais, bingé, parce qu'en T'as plus les bingé épisodes le étaient truc. vraiment longs, quoi. Je dirais plutôt Canal, a priori, avec je suis quasi certain, oui. Je me Ouais. souviens maintenant, j'ai pu voir tous les épisodes À D'accord. la suite. à la suite. Ouais, c'était quand même des saisons de 22 épisodes d'une heure. Oui, il faut avoir très, très C'était fin. extrêmement long. Ouais. Mais oui, mais c'était vraiment ce que m'a fait la série. C'était Ouais. la découverte. Alors, j'étais un spectateur de feuilletons. Voilà, mais les feuilletons, c'est pas le cliffhanger, etc. Ouais. Et on découvre ça alors que je travaillais déjà sur des formes de récits de 1h30, 2 heures. Et là, tu découvres une saga puissante quand même. La Ouais. première saison, c'est pas rien. C'est vrai. Est-ce que ta consommation de ciné a changé depuis l'arrivée des plateformes?
Oui et non. En fait, je continue d'aller en salle autant que possible, même si j'ai quand même beaucoup de boulot. Mais c'est vraiment en salle, en fait, que le cinéma existe vraiment pour moi. Je vais citer des contre-exemples après, mais je regarde aussi des séries comme tout le monde. Enfin là, par exemple, j'ai envie de voir la série dont vous avez parlé sur le super-héros Wonder Man. Wonder Man, ouais. Et mais ce qui a changé, c'est surtout l'idée, qui est dans l'idée de la plateforme, quoi. C'est que c'est disponible tout le temps et que voilà, on peut y aller et c'est très intéressant. Est-ce que tu regardes tes contenus sur téléphone ? Jamais, non, jamais. Ou alors c'est pour vérifier un point avant un rendez-vous pro. Je me dis oh là là, il faut que donc je vais vérifier l'exactitude de la chose, mais c'est jamais en tant que spectateur, jamais pour une découverte en tout cas. Est-ce que tu regardes des contenus en x2 ? C'est-à-dire en vitesse x2 ? Non, c'est ça pour moi. Je sais que je suis probablement trop vieux pour ça, mais la respiration, le rythme, pour moi, c'est trop important, en fait. C'est l'expression de l'écriture, du mouvement, donc du cinématographe, donc du cinéma dont sont dérivés tous les récits audiovisuels. Alors, peut-être qu'un jour, ça donnera quelque chose, mais pour moi, c'est une torture, en fait. Je te comprends, mais c'est Johan Sardec qui était là il y a quelques émissions, et qui est journaliste cinéma. Il disait, pour nous, dans notre métier, parfois, ça peut être acceptable parce qu'on s'en quitte tellement de trucs, et on doit les voir pour le boulot. Il disait que il fait ça pour les trucs qu'il aime pas trop. Hein. Oui, il disait c'est un contrepoison au produit. Un peu, voilà, il disait c'est comme quand tu lis un livre que tu es obligé de lire mais que tu trouves relou. Bon bah t'y vas un peu plus vite, tu vois. Et il disait qu'il utilisait le x2 comme ça, ce que je peux comprendre. Moi je ne l'utilise toujours pas et j'y viendrai peut-être, je sais pas. Et Romain? Moi, sur tout ce qui est œuvre de fiction, non. Pour des vidéos YouTube, ça peut m'arriver. Mais j'ai du mal à suivre. Des trucs très longs où des gens se parlent et tout ça. Non, et des démonstrations de, tu vois, aujourd'hui. Pour avoir des infos, quoi. Ouais, en fait. Voilà. Pour avoir les infos plus vite, en fait. C'est ça. Oui, mais justement, un récit, c'est pas de l'info. C'est ça. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Deleuze. Il explique très bien la différence entre communication, information et œuvre. Ouais. Non, pour une œuvre de fiction, j'aurais trop peur de casser le talent et l'artisanat d'un monteur ou d'une monteuse et de l'envie de récit. Autant arrêter de regarder. Enfin, moi, si j'étais tenté de passer avant x2, j'arrête de regarder. Ou alors, effectivement, il faut chercher des infos. Ouais. Quel est ton binge award, même si je pense que tu nous as peut-être déjà répondu. Oui, voilà. Donc, t'as jamais fait mieux. Bah non, je suis pas revenu en fait. Mais binge award, donc je rappelle, binger, c'est tout regarder d'un coup. Voilà, donc tunnel de visionnage pour nos amis québécois. Alors, en même temps, pour être très honnête, j'y suis pas revenu à ce point-là. Parce que ça m'a fait vraiment l'effet d'un shoot de sucre rapide et même si je reconnais encore aujourd'hui la qualité de l'objet, quoi. Dans tous les sens du terme, il y a beaucoup de qualité dans cette première saison. J'ai pas aimé ce que ça m'a produit à ma vie, en fait. Ouais. Parce que c'était très long. L'aliénation. Et j'ai senti c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Je me suis dit, il y a un truc de l'hygiène de vie qui part en couille. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça, quoi. Et alors, pourtant, c'est ce que j'allais dire sans vouloir prendre trop de temps, c'est qu'il y a des séries qui auraient pu me le faire. Mais j'ai développé une autre façon de voir en me disant, moi-même, en me disciplinant, en me disant, ben voilà, le 2e épisode, c'est pour dans 2 jours, ou le 5e, voilà, dans 4. Et alors, inversement, des séries que j'aime beaucoup, alors que par exemple, Orange... Is the New Black non, je n'ai pas... C'est pas Orange is the New Black que tu as listé. Non, j'ai parlé de Orange Studio quand ils existaient encore. Pardon, j'ai anticipé très mal. Ah oui, non, là... Très mal. Non, c'était juste pour parler d'une série qui vous étonnera peut-être, je ne sais pas si vous l'avez calculé ou si vous en avez parlé, mais qui s'appelle Jeune et Gaulerie, et j'avais beaucoup aimé la première saison. Et je l'avais vu synchrone au moment de la sortie. Et j'avoue qu'attendre l'épisode suivant, c'était 1 semaine. Et voilà, et ça me mettait vraiment en état de tension. Est-ce que tu regardes tes watchlists ? Franchement, elle s'allonge plus vite que je peux la voir. Et donc, est-ce qu'à la débeauté, tu serais capable de nous citer un truc qui est dans une des watchlists ? Ouais, mais tu sais que tu regarderas jamais. J'y ai pensé en venant parce que donc en fait Gauthier dans une de vos émissions récentes a parlé d'un fait qui m'intéresse parce que je pense que les plateformes travaillent beaucoup comme ça aussi avec les algorithmes
de deux films qui ont comme ça un switch au milieu de leur récit. Exactement quand on met la barre. Pile au milieu. On voilà, pourrait ça, plier vraiment. le film en deux. Voilà. Donc, j'ai même oublié les titres des films, mais je me suis noté en me disant il faut absolument que tu les regardes et que tu vois ce que ça te fait comme impression. Et en même temps, je me méfie beaucoup de ça, ce que je suis en train de dire, parce que à chaque fois que je dis que je vais pas regarder quelque chose, je finis toujours par le voir. Donc là, finalement, je suis hameçonné. Eh ben, écoute, l'un des deux, c'est The Rip et c'est sur Netflix. On pourrait peut-être réconcilier Vincent Dietschy et globalement, Netflix. je vais dire du bien de production Netflix. Donc, après, Netflix, c'est vraiment mon adversaire ultime en ce moment parce qu'ils ont en main toute l'affaire. Et je pense que les gens qui ont travaillé avec eux obéiront à Netflix finalement. Pardon les amis ou les amis des ennemis, mes chers ennemis, si je vous trouve un peu dans la roue de Netflix, mais voilà, je pense que... Mais pendant ce temps, tu continues à en regarder un petit peu de j'ai pas Netflix. de... Non, oui. S'il y a un film qui m'intéresse sur Netflix, j'ai pas de problème. Est-ce que les recos des algos, globalement, c'est pertinent chez toi ? Non, rarement. Parce que vraiment, l'algorithme, il y a des choses évidemment troublantes, comme pour nous tous, mais il imagine ce que moi, je peux avoir envie. Alors que moi, ce que j'aime, c'est être surpris aussi beaucoup, que ça se décale. Donc, je fais confiance plus à ma curiosité qu'à ce que l'algorithme pense de moi. Est-ce que les films... Alors, question un petit peu business. Est-ce que les films de plateforme devraient recevoir un Oscar ou un César ? Ça rejoint une réponse que j'ai déjà faite. Je dirais, ça dépend lesquels. The Power of the Dog de Jane Campion, Mank de Fincher... House of Dynamite de Bigelow, tous les Oscars que vous voulez, tous les Césars du monde, et sans aucun souci. C'est vrai de certaines séries aussi. La première série de Maisel, je trouve extraordinaire. C'est une série qui est écrite par la créatrice qui s'appelle Amy Palladino, je crois, avec son mari. Et en fait, toute la première saison, une mise en abîme de leur situation. Donc, c'est à la fois très drôle parce qu'il y a un vrai talent de comédie, et en même temps très émouvant parce qu'on sent qu'il y a toute leur life dedans, et c'est vraiment super. Et pour moi, franchement, à la fin, moi, j'ai pleuré d'émotion. Comme et pour moi, c'est assez rare que je sois pris par un récit à ce point-là, comme dans un grand film de cinéma qui durait longtemps. Après, les saisons suivantes sont un peu inégales. Tu peux rappeler le nom de la série dont tu parles ? La fabuleuse Madame Maisel en français, The Fabulous Mrs. Maisel, ouais, je crois. En américain. Mais... Alors, une question, c'est la dernière. Elle est facile à poser, mais peut-être plus dur d'y répondre. Si tu étais une plateforme, tu serais laquelle ? Je serais une plateforme qui est assez peu connue, mais qui diffuse en ce moment mon dernier film en date, qui est un court-métrage, qui fait quelques minutes. Et donc, le film s'appelle Face à Netflix et ses alliés. Et la plateforme, en l'occurrence, c'est une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. Et voilà, et donc elle abrite la collecte pour le financement de mon affaire judiciaire. C'était l'interview originals de Vincent Dietschy et c'était donc notre invité. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous cette semaine. Oui, merci beaucoup. Tout ça s'est fait très simplement et tu as accepté très vite et je suis très content d'avoir pu te réinterviewer comme ça 14 ans après déjà. Je rappelle que tu es producteur, scénariste, réalisateur et acteur de cinéma. Voilà, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Romain, merci Gauthier. On remercie aussi notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les copains. Ainsi que Magic Andou, évidemment. Merci Andou. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Bye.